La télé d'ici refait ce soir l'histoire de l'ANADER, cette agence créée par l'État de Côte d'Ivoire sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du PAS, le programme d'ajustement structurel. Ce soir, on reçoit le directeur général de cette agence, Dr Sidiki Cissé, avec qui donc durant les deux premières parties de cette émission, on essaiera donc de revenir sur les objectifs, les missions, mais également tout le soutien, tout l'accompagnement dont ont bénéficié bien d'organisations et de personnes sous la houlette de l'ANADER. Pour le troisième volet de la télé d'ici, on sera en compagnie donc des acteurs principaux de la série événements dérapage à voir ce soir pour l'exclusivité dès 21h05 sur NCI. On sera donc en duplex depuis Dakar avec Kadia Sall qui donc incarne donc Abi Diallo qui elle incarne donc le rôle de Kadia Sall et Peter Salinger donc à l'état civil Bachir Diop avec donc ces deux acteurs. On parlera donc de cette série événements produite donc par le producteur de Tundu Wudu, Grand Prix du FESPACO 2017. À retrouver la loupe de Pierre et l'actualité cinéma donc de l'INSEE qui revient donc sur la série Dérapage. Et pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40 pour aborder des choses qui vous intéressent. Et dans ce qui vous intéresse, il y a, on le présume, l'émission, il y a l'ANADER tout simplement qui existe depuis 27 ans. Sidiki Cissé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. On l'a dit, l'ANADER a été créé le 29 septembre 1993, c'est juste? Tout va bien jusque-là. Par le décret numéro 93-777. Voilà, financé par la Banque mondiale. Financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale, le FIDA. Le FIDA, au départ. Et aujourd'hui, financé totalement par qui? Par l'État de Côte d'Ivoire. Par l'État de Côte d'Ivoire. Je sais que dans le conseil d'administration, il y a l'État, il y a la société civile, il y a aussi le privé, j'ai lu quelque part. Il y a l'État, il y a les producteurs agricoles et il y a aussi les privés. D'accord. C'est 2310 agents, si ça n'a pas changé. 2330 agents. Plus exactement. Donc il y a eu 20 depuis l'année. Enfin, en tout cas, bienvenue. C'est fluctuant. C'est fluctuant. D'accord. Bienvenue à la télé d'ici. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Ça va Pierre? Très bien, merci. Alors, avant de parler d'ANADER, l'actualité sur NCI, c'est évidemment donc la diffusion ce soir des deux premiers épisodes de la série Dérapage, une série sénégalaise qui a marché du tonnerre là-bas et qu'on diffuse donc en exclusivité, en tout cas en inédit sur le territoire ivoirien. On propose de regarder justement ce teaser en 29 secondes et puis juste derrière, on revient donc à l'ANADER. Alors, évidemment, ce ne sera pas bientôt, c'est tout à l'heure, dès 21h05 donc sur NCI, quand le diable décide de se venger, même le... Quand une femme décide de se venger, même le diable s'assied pour prendre des leçons. Bon, écoutez, c'est fort quand même ça, non? Hein, c'est... Bon, écoutez, rendez-vous à 21h05 pour en savoir un peu plus. Mais déjà tout à l'heure, les deux acteurs principaux donc de cette série seront live sur le plateau donc de la télé d'ici en duplex donc depuis Dakar. Alors l'agence, l'intitulé exact donc de l'ANADER, c'est l'Agence nationale d'appui au développement rural. Qu'est-ce qu'il faut comprendre rapidement par développement rural? Vous avez le développement agricole, desquels s'occupaient les trois anciennes structures de conseil agricole. D'accord. Et quand l'État de Côte d'Ivoire a créé l'ANADER, il a dit qu'elle va s'occuper et de développement agricole et de développement rural. C'est-à-dire, dans le cadre du milieu rural, il y a un certain nombre d'activités qui se passent et dont les anciennes structures ne s'occupaient pas. Par exemple, l'organisation, les plans de développement locaux, l'accompagnement des femmes dans un certain nombre d'activités, les activités, vous avez parlé de tout ça, dans son temps, c'était pas pris en compte. Très bien. Et maintenant, l'ANADER doit s'intéresser à tout ce qui fait, j'allais dire, la quintessence du milieu rural. Du milieu rural, mais qui est rattaché à l'agriculture ou pas? Parce qu'on a eu cet échange déjà en comité de rédaction,
on se disait, est-ce que le domaine d'activité stratégique, c'est pas d'abord l'agriculture et ensuite donc autour duquel, en fait, ou de laquelle activité gravite un certain nombre d'actions? Oui, vous montrez cette image-là derrière vous, où il y a tout un système d'irrigation. Et je ne prends que les aspects intermédiation que l'ANADER délivre sur le terrain. Il faut qu'on puisse amener les agriculteurs à pouvoir avoir le matériel d'irrigation. D'accord. Si nous, on ne s'occupait que de la partie production, on ferait qu'on dirait, bon, il faut se débrouiller, et même pour avoir les éléments pour leur irrigation, ou bien les machines pour la mécanisation. Mais l'ANADER doit s'intéresser à tout ce qui peut promouvoir le bien-être. Parce que dans la définition, nous mettons en œuvre un certain nombre d'outils pour professionnaliser les agriculteurs ivoiriens pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. À leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie. Donc l'objectif, ce n'est pas forcément d'améliorer les performances agricoles. Si. Mais il faut quand même améliorer les performances agricoles pour que les conditions de vie puissent aussi être améliorées. Quel est l'objectif, en fait? L'objectif in fine, quel est l'objectif? C'est qu'on ait une agriculture compétitive, performante, qui améliore l'existence oui, des producteurs. Voilà, sinon ce serait méchant quand même. On améliore l'agriculture et ceux qui en sont les principaux acteurs n'en bénéficient pas. Donc il y a forcément une corrélation. Alors, mais du coup, c'est quoi les missions de l'ANADER de façon plus précise? Comme je l'ai dit, la mission de l'ANADER, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre d'outils. Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des approches que nous mettons en œuvre pour arriver à la professionnalisation des agriculteurs. Qui sont les bénéficiaires, plus exactement? Sont les producteurs pris de façon isolée? Non. Ou c'est plutôt les coopératives? Comment ça fonctionne? Il y a les producteurs et puis il y a leurs organisations professionnelles. D'accord. Donc c'est tout cela que nous, qui sont les bénéficiaires. Ok. Bénéficier comment? C'est des financements? C'est de l'accompagnement en termes d'ingénierie? Concrètement? C'est tout ça. Ah, c'est tout ça. C'est le financement. Ouais. C'est l'accompagnement, le transfert de bonnes méthodes, de technologies, de nouvelles technologies. C'est la recherche du financement pour qu'ils puissent au moins arriver à mettre en œuvre les activités qu'ils ont choisies eux-mêmes. D'accord. Lindsay? Que pensez-vous de l'émergence de nouvelles entreprises qui visent à révolutionner le monde agricole, comme par exemple WeFly Agro ou bien encore Investive? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et est-ce que vous travaillez avec eux? Bon, nous ne travaillons pas avec tous ceux qui sont dans le monde agricole. Dans le monde agricole. Mais il y a pas mal d'opérateurs avec lesquels nous travaillons. La modernisation de l'agriculture avec les nouvelles technologies, c'est un chemin qui est inévitable. C'est inévitable parce qu'avec les TIC aujourd'hui, avec les jeunes gens qui arrivent et qui sont d'un autre siècle, je dirais même qu'on est un peu en retard par rapport à ces technologies-là qui se mettent en place et qu'il faut pouvoir utiliser dans le bon sens pour que ça rende de véritables services aux agriculteurs. Donc, parce que ce qu'on a vu dernièrement avec le business agro qui s'est passé, ça c'était beaucoup plus dangereux. L'agro-business. L'agro-business, c'était beaucoup plus dangereux qu'autre chose. D'accord. Et vous êtes intervenu d'une façon ou d'une autre pour... Nous ne sommes pas intervenus directement, mais c'est le ministère de l'Agriculture qui est intervenu. Est-ce que vous avez conseillé des choses ou pas? Non. Pas cela. D'accord. Par rapport au pouvoir public, quelle est la nature de la collaboration, de la coopération, si je peux le dire ainsi, entre l'ANADER et le ministère de l'Agriculture, les échanges d'informations? Comment ça fonctionne concrètement pour celui qui est profane? L'ANADER est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est clair. Du développement rural, oui. Oui. Et la nature, donc, je vais simplifier peut-être. L'État conçoit et l'ANADER met en œuvre. D'accord. C'est pas l'ANADER qui conçoit par moment et qui proposer. Oui, l'ANADER est conseiller du ministère. C'est cela. Parce que nous sommes dans le milieu rural. Justement. Nous sommes au quotidien avec les paysans, les producteurs. Nous avons peut-être un recul par rapport à leurs préoccupations que nous déversons dans les politiques que l'État de Côte d'Ivoire met en œuvre. Mais la conception, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est le maître d'œuvre, maître d'ouvrage de la conception des politiques. Est-ce qu'à date, on peut aujourd'hui estimer le nombre de bénéficiaires? Ça dépend des secteurs, ça va jusqu'à environ 1 million d'exploitants directement que nous encadrons sur le terrain. D'accord. Et on peut mesurer un peu les résultats de ces actions à ce jour? Pour prendre ce qui est visible, vous avez par exemple en matière de noix de cajou, la production de cajou. La Côte d'Ivoire a commencé avec la cajuculture comme étant une plante pour reboiser. Aujourd'hui, elle est devenue une culture durante. Et l'ANADER encadre l'ensemble des cajuculteurs
Et la production, vous avez vu, elle est passée de 400 000 tonnes, 430 000 tonnes. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes à 730 000 tonnes. Vous avez la production de cacao qui était autour de 1 million, même moins d'1 million de tonnes, qui aujourd'hui est à 2 millions de tonnes. Et vous avez aussi la qualité du cacao et la qualité de ces productions. D'accord. Et tout ça, c'est aussi le fait de l'action de l'ANADER. Et vous êtes une agence, j'imagine, transversale. Il n'y a pas de limite dans le champ d'action. Par exemple, on sait qu'il y a l'agence de développement du riz qui n'intervient que dans le riz. L'ANADER, je présume que vous touchez à tout ce qui touche au monde agricole. Est-ce que c'est juste de le penser? Oui, puisque même pour le riz, nous travaillons avec l'ADERI et le MPL, le ministère de la Promotion de la Riziculture. Nous travaillons avec le Conseil du café-cacao pour ce qui est de la cacaoculture. Nous travaillons avec le Conseil du coton et de la carne pour ce qui concerne la cajou. Vous êtes nos limites. Nous sommes nos limites. Bon, nos limites, c'est trop dit. Parce qu'il y a quand même des cultures où nous ne sommes pas, comme par exemple dans le palmier à huile et autres. Oui. Nous sommes là pour encadrer les organisations, mais pas tellement sur la production elle-même. Alors, d'aucuns disent que le futur, c'est le retour à la terre, et je pense que vous le pensez aussi dans l'exercice de vos fonctions. Mais ce retour à la terre, il est conditionné pour les jeunes aujourd'hui à la pénibilité qui pourrait être réduite avec la mécanisation justement des productions agricoles. Où est-ce qu'on en est des objectifs de la Côte d'Ivoire en termes de mécanisation? Pour aller à la base, l'État de Côte d'Ivoire a conçu ce qu'on appelle la loi d'orientation agricole. Et dans la loi d'orientation agricole, il est mentionné très clairement tous les schémas de mécanisation que la Côte d'Ivoire doit mettre en œuvre pour qu'on puisse la rendre plus attrayante pour la jeune génération. Et là-dedans, il y a, quand vous prenez la question de mécanisation, il y a tout aujourd'hui, même dernièrement, l'État de Côte d'Ivoire a commencé à pouvoir mettre des tracteurs à la disposition des producteurs agricoles. Vous avez vu ça à la télévision, ça a été remis à un certain nombre d'organisations et le programme continuera encore l'année prochaine avec d'autres. Donc, il y a beaucoup de plans dans le cadre de la mécanisation jusqu'à même arriver aux questions de transformation et autres, qui sont aujourd'hui en train d'être mises en place pour que la Côte d'Ivoire puisse aussi arriver à une mécanisation qui soit parfaite. La mécanisation, il y en a qui parlent de modernisation, il y en a qui parlent de mécanisation, mais je pense que ce que la Côte d'Ivoire recherche, c'est une mécanisation raisonnée, pas une mécanisation qui appauvrit les exploitants agricoles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché un ensemble d'outillages, il s'agit pour nous de choisir... Qui détruisent les emplois. Pas qui détruisent les emplois, mais qui même appauvrissent les produits. Avec leurs coûts et toute la promotion qui est faite autour, on modifie un peu le comportement, le choix des producteurs. Donc il faut attention, nous, notre rôle c'est ça, c'est faire attention et conseiller utilement aux agriculteurs des choix qu'ils doivent faire en matière de machines agricoles, machines de transformation et autres. D'accord. Il se dit aujourd'hui qu'on perd 37% de ce qui est produit par les agriculteurs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui comment cette mécanisation-là va le limiter? Est-ce qu'on a des objectifs à court ou moyen terme? C'est l'option que la Côte d'Ivoire a prise d'aller à la transformation de ces produits agricoles. Avant, c'est beaucoup de produits bruts qui étaient exportés. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est arriver au niveau même du milieu rural, arriver à transformer le maximum possible de produits agricoles. Je prends un cas qui est visible. Quand vous regardez aujourd'hui dans l'espace ivoirien, concernant la noix de cajou, vous voyez, il y a beaucoup d'usines qui sortent par contre dans toutes les régions où la carne est pratiquée. Il y en a de même aussi pour, quand vous prenez par exemple la transformation du manioc. Vous regardez dans nos localités, il y a pas mal de petites unités de transformation du manioc qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de parler sur le terrain, pour qu'on arrive à réduire, j'allais dire, les pertes post-récolte. On identifie à quel niveau de la chaîne se trouvent les pertes? Les pertes sont à plusieurs niveaux. Il y a les pertes bord-champ. Il y a les pertes au cours du transport des produits agricoles. Il y a aussi les pertes sur les marchés. Donc, c'est peut-être à ces différents niveaux-là qu'il faut traiter le problème de la perte. Les pertes au niveau du bord-champ sont en train d'être traitées avec les éléments de transformation qu'on peut mettre au niveau du bord-champ. Et maintenant, par la suite, avec la question des routes qui conditionnent le transport,
on est aussi en train de voir, de monter en puissance. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a quand même fait beaucoup de progrès en matière de routes, en matière de pistes rurales. Et je pense que progressivement, maintenant la perte au niveau des marchés, ça dépend des opérateurs eux-mêmes. Donc là aussi, avec tous les conseils pour la mise en marché des produits agricoles, on arrivera à des niveaux qui sont beaucoup moins que les 37% qui sont énormes. Ah, c'est énorme. Et... Les pesticides sont très dangereux pour la santé. Est-ce que vos équipes sensibilisent les producteurs, les paysans, les agriculteurs sur place concernant ce fléau? Oui. Non seulement ils les sensibilisent, mais on les aide à faire le bon choix et à faire les bons traitements. Parce qu'il y en a certains qui sont interdits en Europe, mais qui sont toujours autorisés ici. Oui, et surtout, nos frontières ne sont pas aussi imperméables à l'ensemble des produits qui rentrent sur notre marché. Ça aussi, mais l'État de Côte d'Ivoire quand même lutte assez efficacement parce qu'il y a quand même toute une réglementation qui conditionne la mise en marché des différents produits, l'importation. Et malheureusement pour nous, il y a toujours, dans tous les pays du monde, il y a ce trafic-là aussi qui se nourrit de la méconnaissance d'un certain nombre de choses de la part de nos exploitants agricoles et qui en profitent. Mais notre rôle à nous, c'est de conseiller les bons produits et conseiller aussi la bonne utilisation ou les doses qui sont recommandées, les délais d'attente avant de pouvoir faire la récolte. Ça, c'est notre métier. D'accord. En 27 ans, vous diriez quoi de l'évolution de l'ANADER? Comment l'ANADER a évolué dans le temps? Mais je dirais bien, puisque nous étions là au départ. En 93, moi je suis entré à l'ANADER, donc ça fait 27 ans que je suis à l'ANADER. J'ai quand même eu le temps de voir l'ANADER progresser. Comme vous l'avez dit, on a commencé dans une période de programme d'ajustement structurel. C'est vrai, la Banque mondiale nous appuyait, mais vous avez vu, en 2002, quand il y a eu les premiers soubresauts, la banque est partie. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris sur lui de continuer quand même à assurer le conseil agricole à ses producteurs. D'accord. Et dans ça, nous avons, avec toutes les transformations que nous avons faites en intérieur avec notre conseil d'administration et le ministère de l'Agriculture, je pense qu'aujourd'hui, le ministre l'a dit encore dernièrement, l'ANADER est devenu l'instrument de l'État de Côte d'Ivoire pour que ces producteurs puissent avoir les bons conseils, les bonnes pratiques agricoles et surtout pour l'organisation aussi du terroir en matière d'organisation professionnelle agricole et autres. Alors, pour bénéficier des conseils de l'ANADER, est-ce qu'il faut manifester un besoin précis ou est-ce que systématiquement, parce qu'on est producteur ou organisation agricole, on en bénéficie systématiquement? Mais vous pouvez en bénéficier, il suffit de faire D'accord, donc la requête. Il faut manifester le besoin. Nous avons un dispositif sur le terrain qui essaie de se rapprocher au maximum de la base pour que chacun puisse solliciter l'ANADER pour ses appuis. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé de la dimension sociale, donc en termes d'accompagnement. On va aussi parler de la politique éventuellement de l'ANADER dans le cadre donc de la lutte contre l'exode rural. Enfin, on va parler aussi de tous ces aspects-là. Juste le temps de marquer une pause et se tourner vers Pierre pour parler de, non pas ce qui constitue l'actualité politique nationale, mais c'est de la politique. Journalistique internationale. Journalistique internationale. Bon, allez, c'est bien habillé ça. La loupe de Pierre. Merci Pierre pour cette loupe. En gros et en français facile, les rédactions du Monde sont tellement friandes de scoop qu'elles écrivent à l'avance donc des nécrologies sur la base d'un certain nombre de critères généralement objectifs. On se dit bon, c'est une personne d'âge avancé ou c'est une personne qui est malade depuis longtemps, donc d'un moment à l'autre le décès peut survenir, donc ils anticipent en fait sur l'article pour ne pas être donc pris de court. Bon. Évidemment, ça pose donc un vrai débat sur la question de la moralité. Il y a un débat qu'on peut ouvrir dessus. Il y a un débat qu'on peut ouvrir. Bon, on va le refermer, ce débat. Pour ouvrir plutôt la fenêtre de la pub, on se retrouve dans quelques instants. Télévivé ce soir sur NCI, la mission de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, avec son directeur général Sidiki Cissé qui nous fait la gentillesse de répondre ce soir. À l'invitation de la télé d'ici, l'ANADER, c'est 27 années d'existence, on l'a dit, c'est 27 années au service des producteurs et des organisations agricoles. C'est aussi un pan social, un volet social. Il y a des actions que vous menez, puisque pour vous, la dimension humaine, elle a toute son importance. Oui, puisque nous nous adressons, j'allais dire, aux humains, à l'homme.
Et c'est l'homme qui est au cœur de nos activités. Tout le monde ne comprend pas comme ça, mais bon, si vous l'avez compris, c'est bien. Bon, mais nous travaillons avec des gens qui sont sur le terrain, qui ont des niveaux de développement qui sont disparates. Et notre mission, c'est d'amener quand même tout le monde à pouvoir améliorer son quotidien à la dimension où il se trouve. Donc nous sommes obligés, nous, d'intégrer la personne humaine dans toutes nos activités. Et ça passe par quoi alors? L'alphabétisation déjà? Ça passe par plusieurs... D'abord, le conseil agricole que nous donnons, il s'adresse à toutes les catégories, j'allais dire, de professionnels de l'agriculture et même de non-professionnels de l'agriculture. Et dans ça, on s'est rendu compte, par exemple, que le rôle de la femme, tout le monde le dit, les femmes dans l'agriculture vivrière aujourd'hui, en tout cas, constituent la majorité. Absolument. Donc, l'ANADER, dès le départ, après quelques années de sa création, en 1998, pour parler juste, on a commencé à implémenter l'approche genre à l'ANADER. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on prend les préoccupations des femmes, qui constituent 50% de notre population, comment est-ce qu'on prend leurs préoccupations. Et qui sont la majorité indiscutable dans le monde agricole. Peuvent pouvoir aussi arriver à cet nombre. Et je vous dis, au départ, nous, qui étions dans l'élevage et qui sommes arrivés dans l'agriculture au sens large du terme, on s'est rendu compte au départ qu'il y a des localités où on ne pouvait pas s'adresser directement aux femmes. Il faut passer par les hommes, il faut passer par les chefs de village et autres. Donc, il nous a fallu faire un travail. Au départ, quand on commençait, c'était 8% de femmes qui étaient touchées par les activités. Aujourd'hui, c'est pas 30%, mais on vise 40% en 2025. Donc, c'est toute une approche que nous mettons en œuvre pour que les femmes puissent bénéficier non seulement des conseils pour pouvoir faire la production, les bonnes pratiques, pour faire une bonne production, mais comment est-ce qu'on peut les organiser pour qu'elles puissent mobiliser les financements. Vous dites comment on peut les organiser. Ça veut dire que ce n'est pas encore fait? Non, on le fait. D'accord. Donc comment vous les organisez? Comment nous les organisons? Oui. Et concrètement, ça se passe comment? Mais, on a des choses, ce qu'on appelle des spécialistes en organisation professionnelle agricole, qui s'adressent à ces femmes-là, enfin aux organisations de femmes. On les structure soit en OPA simple, soit en coopérative, soit en GUE, selon ce qu'elles désirent. Donc on ne le fait pas au détriment de ce qu'elles attendent, on le fait selon ce qu'elles désirent. Est-ce que les résultats sont probants? Qu'est-ce que vous avez enregistré comme avancée? Pour nous considérons que les résultats sont probants, puisque c'est tout un cheminement et on n'est pas encore peut-être au niveau supérieur que nous recherchons, mais on pense qu'avec l'évolution, je vous dis, on est passé de 8% en 1998, on est maintenant à 30-35% et on vise 40% de femmes qui sont concernées, qui sont touchées par toutes nos actions au niveau du milieu rural. La question du genre est largement relayée, la question de la femme, puisque vous l'avez dit, donc la femme constitue quand même l'écrasante majorité des acteurs de ce secteur, mais il y a aussi la petite tache noire sur le tableau, c'est la question du travail des enfants, qui est comprise différemment. Alors, on considère parfois que ce sont les enfants qui viennent aider leurs parents en période de vacances, à ne pas assimiler avec du travail, et dans d'autres cas, souvent, on parle de travail des enfants. Est-ce qu'à ce niveau, l'ANADER est intervenu ou intervient? Si oui, comment? Oui, l'ANADER intervient auprès de sommités de personnes, j'allais dire, importantes dans ce pays, comme la première dame, qui vraiment mène un combat sur le terrain. Je crois qu'il faut saluer ce combat-là pour la lutte contre le travail des enfants. Je voulais quand même qu'on fasse un peu d'histoire. Vous savez, les journalistes cherchent toujours le scoop, ce qui est normal. Ils écrivent souvent la mort des gens avant même que ces personnes décèdent. Voilà. Moi, je me souviens, on était en réunion aux grands travaux quand nous avons reçu une mission. L'ancêtre du Bénet. L'ancêtre du Bénet, oui. Ouais. Qui est venu dire que, bon, on était dans un processus de travail sur la cacaoculture. Et de but en blanc, ils nous ont dit que cette fois-ci, ils sont venus pour voir quelle est la situation du travail des enfants dans la cacaoculture. Bon, c'était dans la période difficile de la Côte d'Ivoire. Et j'avoue que notre réaction a été peut-être pas... On leur a répondu pour dire, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les enfants qui font la cacaoculture. Ce que vous voyez, les enfants accompagnent leurs parents dans les plantations, ce que nous tous, nous avons fait. Mais dire que c'est les enfants que les paysans ivoiriens soumettent dans notre cacaoculture, dans notre agriculture, c'est comme aller un peu plus fort. Après, on a découvert qu'ils avaient détecté un trafic d'enfants qui venaient des pays limitrophes
et qui alimentait un certain nombre de circuits ici en Côte d'Ivoire. Je dis, mais dans tout système de production, il y a des biais. Mais dire que c'est ça qui représente l'essence de la production, de la main-d'œuvre agricole en Côte d'Ivoire. C'est archi faux. Il faut aller. Donc ça a été d'abord une bataille entre nous, experts. Et ensuite, maintenant, il y a eu un travail de fond qui a été fait par les sociologues ici en Côte d'Ivoire, qui ont démontré que c'est pas, le travail des enfants n'est pas une institution pour la Côte d'Ivoire. Il y a des dérives que nous avons constatées et qui nous apprennent tous de corriger. Je n'ai pas dit que... Et ce qu'on a fait, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, a créé des institutions, a créé des programmes pour qu'on puisse lutter efficacement sur ces éléments de dérive. Voilà. L'INSEE, sur le volet social, toujours? Oui. Quelles sont les zones en Côte d'Ivoire où vous avez le plus de projets de développement et pourquoi? Est-ce qu'il y a des zones particulières qui ressortent plus que d'autres, dont les besoins seraient peut-être plus importants? En fait, ça dépend du climat. Quand vous parlez du nord au sud, les projets qu'on implémente au niveau du sud ne sont pas forcément les mêmes projets qu'on implémente au niveau de la région nord. Donc, parler de zones privilégiées pour les projets, je ne pense pas que c'est en ce terme qu'il faut. Évidemment, si on est dans une zone de cacao-culture, vous allez trouver plus de projets qui s'adressent à la cacao-culture. Si nous sommes dans une zone où on fait de l'igname, vous allez trouver des projets qui s'adressent plutôt aux ouvriers, mais ce n'est pas tellement en termes de zone ou de répartition. Ça dépend de la culture dominante. Et c'est comme ça que nous on adresse. D'accord. Alors, le grand projet de développement, comme vous avez vu, au niveau de la région, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été divisée en 9 agropoles, et 9 agropoles qui tiennent compte de la réalité de la pratique de l'agriculture dans ces régions-là. Et parce que l'État de Côte d'Ivoire va aller à la transformation, à la mise en marché. Donc, vraiment, on tient compte, vraiment, j'allais dire, de l'écologie et de la région pour pouvoir implanter les projets. Alors, du temps d'Houphouët-Boigny, le slogan, c'était l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Et l'autre message parallèle, c'était l'incitation donc de la jeunesse au travail de la terre. Est-ce qu'à ce niveau, l'ANADER a aussi une certaine compétence? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Mais l'ANADER travaille dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Avec les partenaires au développement, nous avons une bonne centaine de spécialistes en formation en entrepreneuriat agricole. Nous travaillons avec l'agence Emploi Jeunes pour pouvoir aider à l'insertion d'un certain nombre de jeunes dans l'agriculture. Donc, la relève paysanne est une préoccupation pour nous, puisque demain, il va falloir quand même que la Côte d'Ivoire continue à être le fleuron de l'agriculture ici en Afrique de l'Ouest, et même encore, pourquoi pas, Pour parler comme l'ancien ministre de l'Agriculture, Sangafoa Coulibaly, l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une puissance agricole, la puissance agricole sous-régionale. Bon, c'était la parenthèse. Elle est déjà la puissance agricole sous-régionale. Mais on va aller plus loin, en modernisant encore. Les jeunes sont réceptifs? Aujourd'hui, de plus en plus. Avec les TIC qui s'invitent, avec la modernisation au niveau même d'un certain nombre de pratiques agricoles. L'une des actions que nous menons, c'est de lutter contre la pénibilité du travail. Je vois que c'est ça qui rebute les jeunes, et ça c'est normal. Il faut qu'on arrive à leur permettre de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Il y a des tâches qui sont difficiles, c'est d'accord, mais comment est-ce qu'on peut enrayer la pénibilité? Je vois qu'il y a un tracteur, les labours que font les jeunes avec les motoculteurs et autres. Ça, c'est des instruments que nous mettons sur le terrain pour pouvoir baisser la pénibilité du travail et augmenter la productivité de nos plantations. Donc c'est ça ces éléments qui vont attirer les jeunes gens. Aujourd'hui, certaines cultures font plus parler d'elles que d'autres par leur rentabilité. Est-ce qu'on sait accompagner les jeunes justement vers d'autres productions? Par exemple, je me tourne tout simplement vers l'oignon. Apparemment, la Côte d'Ivoire produit 10% de sa consommation nationale. Est-ce qu'on sait les orienter vers des cultures qu'on ne produit pas encore en masse ici? Et puis, est-ce qu'on les identifie, ces cultures-là? C'est ce qu'on fait. On encourage. Mais comme je l'ai dit, il y a ce que... Quand on démarre un projet, il a un objectif. Rentabilité. De rentabilité, il a un objectif de production et autres. L'oignon que vous prenez, effectivement, l'oignon, on n'est pas encore autosuffisant en matière de production d'oignon. L'oignon est produit dans la zone. L'oignon a besoin d'une période de froid pour pouvoir bulber et autres. Donc c'est seulement dans la zone nord où il y a assez Donc votre accompagnement, ça peut être aussi votre accompagnement, il est purement d'ordre technique. C'est vraiment de dire aux jeunes exploitants, OK, vous êtes sur la bonne voie, mais pour améliorer votre productivité, voici exactement ce qu'il faut faire. Voilà. D'accord.
Moi, je voulais revenir sur le taux, toujours sur le volet social. Le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est relativement faible, surtout dans les zones rurales. De quelle manière vous œuvrez aussi pour changer ça à votre niveau? Nous avons, avec certains partenaires, nous avons des spécialistes en alphabétisation fonctionnelle que nous incluons dans le cadre, par exemple, de programmes d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat agricole. Nous avons là-dedans un volet alphabétisation des femmes, des jeunes, et pour leur permettre non seulement de décrire, mais de retracer tout ce qu'ils font au niveau de leurs activités. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, le téléphone portable devient un instrument d'administration du crédit. Donc vraiment, c'est important pour nous que cette dame-là puisse... D'accord. Dernière question, quelles sont les ambitions de l'ANADER à terme et qu'est-ce que vous projetez de faire dans le court terme? Dans le court terme, comme vous l'avez dit, c'est vraiment nous brancher sur l'évolution des technologies pour que nous arrivions à baisser la pénibilité au niveau d'un certain nombre de tâches. Nous sommes conscients qu'on n'aura jamais l'effectif maximal pour pouvoir, parce que les dernières évaluations ont montré qu'on était en dessous du seuil d'encadrement. Donc nous sommes en train d'implémenter ce qu'on appelle le e-agriculture pour qu'à travers un certain nombre d'outils électroniques, nous puissions, avec notre centre, notre call center que nous avons au niveau de l'ANADER, toucher un plus grand nombre d'agriculteurs à travers un certain nombre de messages pour pouvoir leur dire qu'actuellement, on va entrer dans la zone, dans la période de la campagne. Ce qu'il vous faut, c'est ça, c'est des messages de masse qu'on peut faire passer. Et avec un certain nombre de structures encore de la place, nous sommes en train de voir comment aussi permettre à un grand nombre de personnes dans le milieu rural, le vrai milieu rural, comment ils peuvent avoir accès aussi à ces technologies de l'information pour ne pas transmettre leurs besoins et autres au niveau de la hiérarchie. Donc Docteur c'est vraiment ça qui a Sidiki, été notre... Parfait. Docteur Sidiki Cissé, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Je rappelle donc l'événement sur RNC, c'est la diffusion tout à l'heure dès 21h05 des 2 premiers épisodes de la série sénégalaise Dérapage. Et c'est d'ailleurs le sujet donc, de l'INSEE, son sujet cinéma. Jingle et on en parle juste après.